Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de Étienne, Jérémy et Claude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour le sport, nous allons faire une rétrospective sur la première ronde des séries éliminatoires à la LNH. Et ensuite, pour nos faits divers, nous allons parler du 9e James Bond, encore une fois avec Roger Moore, The Man with the Golden Gun de 1974. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, on va y aller avec la première série qui a terminé dans l'Est, dans l'ensemble des séries, les Rangers de New York contre les Capitals de Washington. Donc, c'est vraiment une série qui a été pas mal marquée par l'absence d'Alex Ovechkin au pointage. Il a eu seulement 5 tirs au but en 4 matchs, aucun point et une fiche de -2. Alors que dans le cas des Rangers, eux qui ont sweep les Capitals de Washington, ils ont eu une force de frappe assez irréprochable. Donc, Mika Zibanejad a mené son équipe avec 7 points, 6 passes et 1 but. Vincent Trocheck a eu 3 buts et 3 passes pour un total de 6 points. Alexis Lafrenière, qui reste constant en série éliminatoire après une saison régulière vraiment d'aplomb avec 4 passes. Ensuite, on a Jack Roslovic avec 2 buts et 2 passes. Barclay Goodrow avec 1 but et 2 passes. Chris Kreider qui a eu un total de 2 buts et 1 passe pour un total de 3 points. Panarin, lui, de Bradman avec 2 buts, 1 passe quand même en 4 matchs. Eric Gustafsson a eu 2 passes. Adam Fox a aussi eu 2 passes. Jacob Trouba avec lui aussi 2 passes. Jimmy Vesey avec 1 but et 1 passe. K'Andre Miller avec un seul but, aucune passe. Et Matt Rempe qui lui a marqué le premier but de cette série avec un beau but très bien placé à la droite du filet de Washington. Ce qui mérite de dire que Matt Rempe est non seulement un gars qui sait frapper en série, mais que ça peut être un joueur assez efficace en série. C'est pas un gars qui va marquer 45 points, mais c'est un gars qui peut marquer des bons buts au très bon moment. Et enfin, Kaapo Kakko qui a marqué un seul but en 4 matchs. Ensuite, pour ce qui est du goaltending, évidemment, c'était Igor Shesterkin qui était devant la cage pour les Rangers de New York. Lui qui a une saison pas comme on l'a déjà vu, c'est quand même un gagnant du trophée Vizina. Cette saison, ça a été un petit peu plus difficile au niveau du filet, mais ça a été assez favorable pour eux parce qu'ils ont affronté quand même Washington, qui n'est pas une équipe complètement bâtie et qui a vraiment pas beaucoup de profondeur. Donc ça a été une série pas mal assez facile pour lui et son équipe. C'est quand même un goals against average de 1,75, ce qui est excellent, et un pourcentage d'arrêt de 0.931. Du côté des Capitals de Washington, ça n'a vraiment pas été la même chose. Ça n'a pas été la même histoire que les Rangers, qu'eux ont pu marquer aux bonnes occasions. Dans le cas de Washington, ça n'a pas été la série du siècle quand même. Se faire sweep, c'est jamais très bon. Leur meilleur pointeur, ça a été respectivement Martin Fehervary et Tom Wilson, qui respectivement ont eu 2 buts, 1 passe et 1 but et 2 passes. Comme j'ai dit tantôt, Alex Ovechkin a aucun point, seulement 5 tirs au but, ce qui est évidemment pas le Alex Ovechkin qu'on connaît en série, lui qui est le joueur avec le plus d'importance au sein de son équipe. Donc, ça a vraiment été une série très, très désastreuse pour l'attaque et la défense des Capitals de Washington. Et c'était Charlie Lindgren qui était au filet. Lui, ça a été 4 défaites, une moyenne de buts alloués de 3,57, ce qui est très mauvais, et un pourcentage d'arrêt de 8,64. Quoique ça n'a pas été le pire joueur des Capitals. Il a fait les arrêts au bon moment, mais c'est vraiment... En tout cas, un des aspects qui a vraiment tué les Capitals, ça a été le manque de discipline. On sait tous que le power play des Rangers de New York est un des tops de la ligue. T'as des gars comme Chris Kreider que leur job c'est de faire ça, se mettre devant le but puis de marquer des buts sur le power play. Mika Zibanejad, Artemi Panarin, Adam Fox, tu mets ces 4-là avec Chris Kreider,
c'est la fin, comme on dit. Donc, ça a été un power play très efficace pour les Rangers, qui ont fait la job et qui sont maintenant 5-0 avec leur victoire contre les Hurricanes hier en série. Merci, Jay. Maintenant, moi, je vais passer aux Hurricanes contre Islanders. Je voulais tellement que les Islanders passent au deuxième tour, mais malheureusement, se font éliminer en 5 matchs. Les Hurricanes qui ont gagné les 3 premiers matchs, 3-1, 5-3 et 3-2, on pensait toutes qu'avec les 3 matchs, les Islanders allaient se faire sweep, mais gagnent le 4e match, 3-2. Là, on pensait peut-être qu'elle allait revenir jusqu'à match 6, peut-être match 7, mais perd le 5e match d'un score très haut, 6-3. Le problème des Islanders, c'est le choix de Patrick Roy qui a choisi comme gardien de but Semyon Varlamov avec un pourcentage d'arrêt de 0.914% et une moyenne de but de 2.70, ce qui n'est pas pire, mais pas assez pour combattre les Hurricanes. Sinon, c'est la même chose du côté des défenseurs. Ils ont assez fait dur. Mike Riley et Robert Bortuzzo qui ont une fiche de -3 et Adam Pelech et Noah Dobson, -1. Les 2 joueurs qui ont tenté de contrer les Hurricanes, Alexander Romanov et Ryan Pollock. Alexander Romanov qui a +2 et Ryan Pollock qui a +1. Eux, ils ont montré qu'ils voulaient vraiment avancer, mais n'ont pas réussi. C'est un peu la même chose du côté de l'attaque. Matthew Barzal avec 2 buts et 3 passes et Brock Nelson 2 buts 2 passes, c'est les seuls encore une fois qui ont essayé de contrer les Hurricanes. Sinon, il y a Anders Lee, Bo Horvat, Kyle Palmieri, Pierre Engvall, Jean-Gabriel Pajot, Casey Cizikas et Kyle McLean ont tous un but, mais d'habitude, ils font plus de buts. Ils n'étaient pas prêts pour les séries. Une petite parenthèse après que les séries ont terminé, Lou Lamoriello a confirmé son retour comme directeur gérant et que Patrick Roy allait rester comme entraîneur-chef. Ce sont 2 grosses nouvelles parce que moi j'adore Patrick Roy et je trouve qu'il coach bien et il a rendu son équipe en série. Même s'ils ont perdu round 1, ils se sont rendus en série. Maintenant, si on regarde du côté des gagnants, je tenais à les féliciter car ils ont bien joué et a été des matchs très intéressants à écouter. Frédéric Anderson a été très solide durant toute la ronde 1 avec des arrêts incroyables. Un pourcentage d'arrêt de 0.915% et une moyenne de but de 2.25, ce qui est vraiment pas pire en série. Comme on le savait tous, Seth Jarvis nous a montré qu'il est le même avec 3 buts et 4 assists. Stéphane Nosen avec 3 buts, Martin Necas, 2 buts, 4 passes, et Sébastien Aho avec 2 buts et 1 passe. À mon avis, un attaquant qui a fait dur, Jordan Staal, il a seulement 1 assist. Habituellement, il fait bien plus que ça en saison régulière, mais n'a pas fait grand-chose pour l'équipe. Des défenseurs qui ont fait leur travail, Brady Shea avec une fiche de +4 et 5 passes, Brent Burns +5 avec 1 but 2 passes et Jacob Slavin +4 avec 1 but 1 passe. Ça a été des joueurs qui jouent pareil en saison régulière et en série éliminatoire, des gens expérimentés. Des gens qui m'ont quand même déçu, mais ont quand même réussi à passer au prochain tour, Jean Chatfield avec -2 et Dimitri Orlov avec -1. On s'entend que les Islanders, c'est pas une grosse équipe à battre en série, donc les Hurricanes ont de la job à faire. Ils sont contre les Rangers, des gros monsieur expérimentés. Ils vont devoir travailler leur défensive et leur gardien de but. J'ai eu la chance de voir leur première partie contre les Rangers et vraiment, ça a été très proche comme score. Comme j'ai dit, il faut vraiment qu'ils travaillent sur leur défensive et leur gardien de but. Merci beaucoup, Chloé. Nous allons maintenant passer à la série opposant les Bruins de Boston aux Maple Leafs de Toronto, qui s'est conclue par une continuation de la malédiction des Maple Leafs qui, encore une fois, se sont fait éliminer
en première ronde des séries, et encore une fois par les Bruins de Boston, pour la 4e fois, si je ne dis pas de bêtises. Tout d'abord, du côté des Bruins de Boston, les meilleurs joueurs, le top 3, nous avons tout d'abord Brad Marchand, qui a conclu cette première ronde avec 8 points, qui est constitué de 5 passes et 3 buts. Ensuite, nous avons David Pasternak, qui lui a eu 5 points, grâce à 2 passes et 3 buts. Et nous avons ensuite Jake DeBrusk, qui lui a également 5 points avec 2 passes et 3 buts. Nous avons déjà 3 joueurs avec 3 buts marqués pour une ronde, c'est déjà très bien. Maintenant, nous allons passer du côté des Maple Leafs de Toronto. Leur top 3 des meilleurs joueurs, nous avons d'abord William Nylander avec 3 points pour 3 buts. Chose choquante, Auston Matthews, le meilleur marqueur des Maple Leafs, qui en saison régulière avait marqué 69 buts, n'en a marqué qu'un seul, et ça c'était en 3e période du 2e match. Mais au moins, il a aussi fait 3 passes durant la ronde. Donc au moins, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout de cette première ronde. On peut déjà parler du tout premier match qui a opposé les deux équipes. Déjà, les Maple Leafs et Boston ont une grosse rivalité. Ces deux clubs-là ont une grosse rivalité. Déjà, dès le début de la première ronde du premier match, il y a eu un arrêt de jeu parce que Brad Marchand et Max Domi se sont pognés sur la mise au jeu. Ça, déjà, ça a donné le ton pour cette série. Ce match s'est conclu avec un score de 5-1 en faveur des Bruins. Et déjà à partir de là, plusieurs personnes se sont dit que les Maple Leafs ne s'en sortiraient pas. Mais on a eu des surprises tout de même. On a eu des surprises. La série, à date du 6e match, c'est fini à égalité pour les deux équipes. Et ça, Ceci est en partie grâce au gardien des Maple Leafs, Joseph Woll, qui a grandement aidé le retournement de la situation en faveur de Toronto. Contrairement à l'autre gardien de but des Maple Leafs, Ilya Samsonov, il n'a laissé passer que 2 buts en 2 matchs, alors que Samsonov, lui, en a laissé passer 12 en 4 matchs. Du côté des Bruins de Boston, leur MVP du côté des gardiens serait sans aucun doute Jeremy Swayman, qui en 6 parties jouées a un pourcentage de buts alloués de 1.49 et un pourcentage de .950. Mais par contre, de l'autre côté, on a Linus Ullmark, qui n'avait joué qu'un seul match, qui lui avait une moyenne de buts alloués de 3.08, ce qui est très mauvais, et un pourcentage d'arrêt de .912. Du côté de Toronto, nous avons d'abord Ilya Samsonov, que je viens de mentionner. Moyenne de buts alloués, tout comme le dernier que j'ai mentionné, 3.01. Et une moyenne de buts alloués de .896. Et bien sûr, nous avons maintenant le MVP, Joseph Woll, qui, selon moi, s'il n'avait pas eu son élongation musculaire après avoir effectué un plongeon pour faire un arrêt lors du 6e match, à mon avis, il aurait vraiment retourné la tendance en faveur des Maple Leafs. Et ils auraient peut-être gagné. Évidemment, ses stats, en 3 matchs joués seulement, une moyenne de buts alloués de 0.86, comparativement à Samsonov, qui pour lui c'était un 3.01, et une moyenne de buts alloués de .964. Lors du premier match opposant les Maple Leafs aux Bruins, je dirais qu'un des gros MVP a été Pat Maroon, qui était vraiment présent physiquement. Il plaquait, faisait des mises en échec à longueur de journée, j'ai envie de dire. Petite mention à ce qu'il a effectué à 8 minutes 13 de la fin de la première période, où il a plaqué Timothy Liljegren pour l'envoyer par-dessus la rambarde directement sur les barres des Maple Leafs. La foule était en délire quand ils ont vu ça, c'était incroyable. Aussi, à la deuxième période de ce même match, Jake DeBrusk, qui a été phénoménal, a marqué 2 buts de suite avec, grâce à des passes des mêmes joueurs qui étaient Brad Marchand et Charles McAvoy, respectivement à 15 minutes 2 et 17 minutes 34. Et évidemment, à la troisième période, je disais, les Bruins ont eu un petit peu peur, même si à ce moment-là, ils menaient 4-0. Soudainement, à 1 minute 39, David Kampf marque le premier but de la partie pour les Maple Leafs. Mais,
ils ont tout de même gagné. Ils ont emporté cette première victoire 5-1 grâce à un but de Trent Frederick dans un filet désert. Leur match suivant, au match 2, c'est un retournement de situation complet. Les Maple Leafs ont emporté la victoire 3-2. Par contre, la faveur est retournée du côté des Bruins, où cette fois c'est eux qui ont battu les Maple Leafs 4-2. Au final, les Bruins maintenant vont aller se mesurer contre les Panthers de la Floride en deuxième ronde, qui eux avaient battu le Lightning de Tampa Bay 4-1. Donc un différentiel de 1 match. Merci tout le monde. Donc on va tout de suite s'en aller vers la dernière série de l'association de l'Est, les Panthers de la Floride contre le Lightning de Tampa Bay. Et oui, les Panthers qui ont remporté cette série 4-1 assez facilement, je dirais. C'est quand même une surprise pour moi. Je pensais que ça allait être une série un peu plus, serrée que ça. Mais les Panthers ont vraiment montré que cette saison sont beaucoup plus forts et c'est une équipe vraiment qui est vraiment faite pour les séries. Comme en saison régulière, les Panthers ont complètement dominé Tampa Bay, qui de plus en plus semble être une équipe qui vraiment commence à manquer de ressources lors des séries d'après-saison. Quelques joueurs qui étaient à surveiller du côté de Tampa Bay, je dirais que dans l'ensemble, il y a 3 joueurs qui sont vraiment bien présentés pour l'équipe et c'est un peu eux seulement qui ont tenté vraiment de tout faire pour espérer revenir dans cette série et la remporter contre les Panthers. Brandon Hagel qui a réussi 3 buts, 2 passes. Victor Hedman qui a eu une excellente série avec 1 but et 6 passes. Et que dire du capitaine qui sera agent libre à la fin de la saison, Steven Stamkos, avec une récolte de 5 buts et 1 passe. La surprise cependant a été le meilleur joueur de Tampa Bay et le meilleur joueur au total cette saison dans la Ligue nationale, Nikita Kucherov, qui dans cette série n'a eu aucun but que 7 passes. Donc ça peut vraiment expliquer pourquoi le Lightning a eu beaucoup de difficultés quand son meilleur joueur n'a réussi aucun but lors de la série. Du côté des Panthers maintenant, il y a eu plusieurs joueurs qui se sont levés, tout comme l'an dernier. Tout d'abord, Sam Reinhart, qui a eu seulement que 3 buts dans la série, mais ça a été 3 buts extrêmement importants. Matthew Tkachuk avec 3 buts, 6 passes. Carter Verhaeghe, qui, entre autres, a été le buteur en prolongation lors du match numéro 2, avec 5 buts, 4 passes. Et Sacha Barkov, le capitaine, avec 2 buts, 3 passes, dont 3 points dans le match numéro 5 pour éliminer ses rivaux de Floride. Du côté des gardiens maintenant, on a été extrêmement déçus du côté de Tampa Bay avec ce que Andrei Vasilevskiy a réussi à produire avec une moyenne de buts de 3.22 et un pourcentage d'arrêt de 8.97. C'est vraiment des chiffres qui ne sont pas à la hauteur de Vasilevskiy et à la hauteur de ses performances normales en séries éliminatoires. Son vis-à-vis, Sergei Bobrovsky, lui, une moyenne de 2.78, ce qui est très très bien. Son pourcentage d'arrêt, malheureusement, est à 8.96, donc c'est un peu moins que Vasilevskiy. Donc, pour la prochaine ronde, il va vraiment falloir que Bobrovsky élève un peu son jeu d'un cran face à Boston. Mais j'ai toute confiance en lui. Faut aussi souligner le fait que Sergei Bobrovsky a sûrement réalisé l'arrêt des séries et l'arrêt de la saison régulière sur Matt Dumba dans le match numéro 2 en Floride. C'était un arrêt spectaculaire. Il s'est retourné et de la mitaine a réussi un arrêt in extremis sur Dumba qui vraiment, je dirais, on a compris dès cet arrêt que Bobrovsky allait vraiment fermer la porte et que les Panthers étaient vraiment trop forts pour le Lightning. Allons-y match par match. Donc le match numéro 1, ça a été une victoire de 3-2 des Panthers. Au match numéro 2, une victoire aussi de 3-2 des Panthers, mais en prolongation, comme je l'ai dit plus tôt, sur un but de Carter Verhaeghe.
Le match numéro 3, ça a été une victoire de 5-3 des Panthers. Le match numéro 4, une surprise, le Lightning s'est réveillé et ont gagné 6-3. Mais au match numéro 5, les Panthers sont revenus en force, une grosse victoire de 6-1 pour éliminer le Lightning. Lors du match numéro 4 et de la seule victoire de Tampa Bay, on a pu voir le retour de Mikhail Sergachev, qu'on n'était pas vraiment sûr de voir en première ronde. Ça a vraiment aidé le Lightning lors de ce match, mais bien évidemment, c'était un retour qui était un peu tardif et ça n'a pas pu vraiment aider le Lightning à revenir vraiment dans cette série. Les blessures vraiment de Tampa Bay ont peut-être coûté un peu à cette série aussi à Tampa. Du côté des Panthers maintenant, leur défense a encore une fois excellé comme tout au long de la saison régulière, à l'exception simplement du match 4 où ils ont accordé 6 buts. Sinon, tous les matchs, à part ce match numéro 4, ça a été 3 buts ou moins d'accordés, ce qui est excellent et c'est ce qui va dans le même sens de leur saison où ils étaient la meilleure équipe contre les buts alloués. De l'autre côté, pour Tampa Bay, c'était une équipe qui était très offensive tout au long de la saison avec un des meilleurs power play et une moyenne de 3,51 buts par match. Et malheureusement, ils n'ont jamais été capables de passer la défensive et Bobrovsky pour espérer avoir une chance de remporter cette série. Donc vraiment, ça a été vraiment une série extrêmement bien jouée par les Panthers. Ça a été un plan de match parfait contre le Tampa Bay. Et ça a été une victoire facile dans cette série. Pour ma part, j'aimerais souligner l'arrivée et l'apport de 2 joueurs qui n'étaient pas présents l'an dernier du côté des Panthers et qui, pour moi, cette saison, pourraient faire une très grande différence même au niveau de la défensive et de la robustesse de cette équipe. C'est bien sûr les défenseurs Niko Mikkola et Dimitri Kulikov. Kulikov qui est d'ailleurs un ancien choix numéro 1 des Panthers. Ce sont 2 pièces vraiment qui manquaient à la défensive l'an dernier, je dirais, des Panthers et qu'on a vu en finale de la Coupe Stanley. Il manquait vraiment quelque chose et j'ai l'impression qu'avec ces 2 grosses pièces en défensive, les Panthers pourraient être vraiment très dangereux dans la suite des choses. Merci beaucoup. On peut maintenant passer à la division Ouest avec les Canucks de Vancouver qui se sont opposés aux Predators de Nashville. Ce qui s'est conclu par une victoire des Canucks 4-2. Tout d'abord, les MVP des Canucks de Vancouver. On peut commencer avec M. Brock Besser avec 6 points, qui constitue, qu'il a accumulé grâce à 2 passes et 4 buts. Ensuite, nous avons JT Miller, 6 points également, avec de son côté 5 passes et 1 but. Et nous avons ensuite Quinn Hughes, 5 points, grâce à 5 passes et 0 but. Pour leur gardien de but, Arturs Silovs, une recrue, qui a joué 3 parties, une moyenne de buts alloués de 1,70, qui fait de lui le meilleur gardien de l'équipe, et un pourcentage de buts alloués de .938, ce qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Ensuite, nous avons le deuxième meilleur gardien de l'équipe, Casey D. Smith, lui qui n'a joué que 2 parties. Et il a des stats beaucoup moins... il a des stats très basses comparément à Arturs Silovs, qui encore une fois est une recrue. Pour D. Smith, lui, il a une moyenne de buts alloués de 2.02 et un pourcentage d'arrêt de .911. Thatcher Demko, lui, n'a joué que pour une seule partie. Sa moyenne de buts alloués est de 2.0 et son pourcentage d'arrêt n'est que de .917. Passons maintenant du côté des Predators de Nashville, les perdants de cette série. Leur top 3 inclut Philippe Forsberg avec 6 points grâce à 4 passes et seulement 2 buts. Quand même. Ensuite, nous avons Gustav Nyquist avec 4 points grâce à 3 passes et 1 but. Et Roman Josi avec 3 points grâce à 2 passes et 1 but. Du côté de leur gardien, Jussi Saros, qui a évidemment joué toutes les parties,
des stats pas trop impressionnantes, si je puis me permettre. Moyenne de buts alloués, 2.02. Et un pourcentage d'arrêt de .900 seulement. Bon, déjà, cette série s'est ouverte grâce à une victoire des Canucks 4-2. Le but de la première période ne s'est déroulé qu'à 16 minutes 15 grâce à Jason Zucker, qui était du côté de Nashville, avec passe de Roman Josi et Mark Jankowski. En deuxième période, le but s'est marqué à 0.47 secondes, littéralement au début de la période, grâce à Elias Lindholm de Vancouver, avec passe de Dakota Joshua et Nikita Zadorov. Pour cette série-là, j'ai envie de dire gros chapeau pour JT Miller, qui était incroyable aux côtés des assists. Et Quinn Hughes également, 5 assists pour cette première ronde, ce qui est vraiment impressionnant. Pour ce qui est du 6e et dernier match de cette série opposant les deux équipes, ça a été un match très, très, très défensif et où il n'y a eu qu'un seul but marqué. Et ce but a été marqué à la 3e période, à 2 minutes de la fin. Ils ont failli aller en temps supplémentaire. Et ce but-là, ça a été marqué par Pius Sutter. C'est d'ailleurs été son 2e but en série. Et ceci a été avec une 3e passe de Brock Besser ainsi qu'une passe de Elias Peterson. Et donc, à présent, les Canucks iront se frotter aux Oilers d'Edmonton pour la 2e ronde. Et ces derniers avaient battu les Kings de Los Angeles 4-1. Merci Raphaël. Maintenant, passons aux Jets contre Avalanche. Comme je l'avais dit dans un podcast précédent, les deux équipes ne se sont jamais affrontées en série, donc ça a été une surprise. Colorado qui passe au 2e tour en 5 matchs. Jets qui avait gagné le premier match 7-6, qui a clairement pas été une game des gardiens de but, prend la relève des séries 1-0. On pensait tous que ça allait être facile pour les Jets après ce match, mais ça a été tout le contraire. Colorado a ensuite gagné toutes les autres parties. Game 2 a fini 5-2, Game 3 6-2, Game 4 5-1 et Game 5 6-3. Ça a tout été des hauts scores. Donc, en parlant de hauts scores, on voit que le gardien de but des Jets, Connor Hellebuyck, un des meilleurs gardiens de but, un nominé du trophée de Vezina, je trouve personnellement qu'il aurait pu mieux jouer. C'est clairement pas le même en série, car il a laissé plusieurs buts rentrer. Hellebuyck a un pourcentage d'arrêt de 0.870%, ce qui n'est pas superbe. On peut dire qu'il nous a vraiment déçus. Mais, pour lui de son côté, qu'il a dit en entrevue, « Personne ne va me croire, mais j'ai joué le meilleur hockey de ma vie. » Honnêtement, moi je ne le crois pas. C'est un peu triste car les Jets l'ont signé pour 7 ans pour, en grosse partie, les séries éliminatoires. Sinon, il a des joueurs qui ont quand même bien joué malgré leur défaite, comme Mark Scheifele, qui a 2 buts, 4 passes, Kyle Connor, 3 buts, 2 passes, Adam Lowry, 2 buts. Ce qui m'a déçu, moi personnellement, c'est le duo Tyler Toffoli et Sean Monahan qui n'ont pas fait leur travail demandé, faire des buts. On s'entend que les défenseurs est la grande cause de leur élimination. Josh Morrissey avec une fiche de -3, Nate Schmid, -5 et Dylan Samberg, -7. Habituellement, ce sont des gros défenseurs en match normal. Sinon, il y a seulement 2 défenseurs qui ont fait +1, Brandon Dillon et Colin Miller. Eux, de leur côté, ont pas pire joué. Maintenant, regardons du côté des gagnants. Quelle belle première ronde pour plusieurs attaquants, comme Valeri Nichushkin, qui a marqué 7 buts, dont un tour du chapeau au match numéro 4 des séries. Mikko Rantanen, Nathan McKinnon ont tous les deux 2 buts, 7 passes. Et Artturi Lehkonen, qui a 5 buts et 3 assists. Toutes des joueurs qui ont bien joué hors des séries et en série. Les top 3 défenseurs, Cale Makar,
qui nous a jamais déçus avec une fiche en défense de +3, 2 buts et 7 passes. Devin Tays avec une fiche de +6, 1 but et 4 passes. Et Josh Manson avec une fiche de +5 avec 2 buts, 3 passes. On peut dire que les défenseurs étaient bien actifs et ont même des buts. Ce qui était un peu le problème, c'est le gardien Alexander Gorgiev avec une moyenne de buts de 0.900%. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent améliorer pour la ronde 2, car ils vont affronter les Stars de Dallas, ce qui est un gros club, pas comme les Jets. Merci beaucoup, Chloé. On va maintenant se diriger vers la série des Stars contre les Golden Knights, qui pour moi était la série la plus intéressante du côté de la conférence de l'Ouest. Ça a été une série extrêmement serrée du match numéro 1 au match numéro 7. Ça a été un excellent bon mix de hockey très offensif, alors que d'autres matchs étaient du hockey très défensif, comme on a pu le voir au match numéro 7. Vegas gagnait les 2 premiers matchs haut la main, donc ça a été 2-0. Malgré les efforts constants des Stars, les Vegas ont gagné les 2 matchs sur la route, donc les Stars, eux, à Dallas, n'ont pas pu obtenir de victoire, en tout cas pour l'instant, car malgré ce déficit de 0-2, les Stars ont fait une extrêmement belle remontée vers 3 victoires, 2 défaites, ce qui nous a amené au match 6 à Vegas et éventuellement au match 7 à Dallas. Et c'est Wyatt Johnston qui a marqué le but en overtime au match numéro 3 à Vegas. Donc après ces 3 victoires-là, Noah Hanifin, lui, qui n'avait pas dit son dernier mot par rapport à ces séries-là, au match numéro 6, qui était un match do or die pour Vegas, c'est lui qui a marqué le but de la victoire en fin de 3e période. Donc ça l'a ramené le match numéro 7 à Dallas. Et c'était hier que les Stars ont gagné avec un match extrêmement divertissant, autant au côté offensif que défensif, et avec beaucoup d'actions, surtout au niveau des mises en échec. Les Stars ont mené 2-1. Et petit fait cocasse et très intéressant à nommer, Pete DeBoer, le coach des Stars de Dallas, est maintenant 8-0 dans ce qui est des matchs numéro 7 en série. Ce qui l'amène en égalité au premier rang de tous les temps avec une victoire au 7e match avec Daryl Sutter qui est à 8 victoires et 3 défaites en match numéro 7. Du côté des Stars de Dallas, Wyatt Johnston qui a mené son équipe avec 7 points en 7 matchs, donc une moyenne de points par match de 1, il est parfait, avec 4 buts et 3 passes. Miro Heiskanen, lui, avait 5 points, dont 1 but et 4 passes, mais avec un différentiel de -6. Et c'est un peu une tendance pour certains joueurs des Stars en série, un différentiel pas très lumineux. Ensuite, on a Jason Robertson avec 3 buts et 2 passes, 5 points, avec un différentiel, lui, de -5. Ensuite, on a Jamie Benn avec 1 but, 2 passes, avec un différentiel de -2. Et petite surprise, en haut du classement pour les points chez les Stars, Evgeny Dadonov avec 2 buts, 1 passe et un différentiel de +2. Dadonov a été une grosse surprise pendant cette série. Il a été là à des moments assez opportuns, très importants. Ensuite, Tyler Seguin qui a seulement 3 passes pour un différentiel de +2. Logan Stankoven avec 2 passes. Matt Duchene qui a été un peu plus subtil, un peu plus discret, mais quand même 1 but et 1 passe. Pour un total de 2 points et un différentiel nul de 0. Craig Smith, ancien des Bruins, 2 passes pendant cette série. Ryan Suter avec 2 passes, le vétéran qui peut-être obtiendra finalement sa Coupe Stanley, on ne le sait pas. Mason Marchment, lui, a eu 1 passe, 1 but. Mason Marchment, lui, a eu 1 but. Et Roope Hintz, qui, lui... au dernier podcast, j'ai dit que Roope Hintz était un joueur très très important et qui marque beaucoup de points en série, mais en ce moment, seulement 1 but en 7 matchs.
pour un différentiel de -4. Donc, ça va être un joueur qui va devoir step up énormément contre leurs prochains adversaires, l'Avalanche du Colorado. Dans la cage pour les Stars, c'était évidemment Jake Oettinger, lui qui a énormément d'expérience en série éliminatoire. Pour lui, ça a été une fiche pour le pourcentage d'arrêt de .925 et une moyenne de buts alloués de 1.95, ce qui est vraiment excellent. Allons maintenant du côté des Golden Knights de Vegas, les anciens champions en titre de la Coupe Stanley, vu qu'ils ont été éliminés. Donc, Jack Eichel, lui aussi, a été parfait avec un 1 point en moyenne par match, avec 3 buts, 4 passes. Ensuite, c'est Brian McNabb au deuxième rang, avec 2 buts et 3 passes, pour un total de 5 points, et lui, une fiche de plus 5. Donc, ça a été extrêmement efficace pour McNabb. Ensuite, Noah Hanifin, la dernière acquisition des Golden Knights de Vegas, lui a été extrêmement efficace pour un total de 2 buts et 3 passes pour 5 points et une fiche de -2. Ensuite, on a Ivan Barbachev avec 4 passes et une fiche de plus 3. Jonathan Marchessault, l'ancien gagnant du Conn Smythe, avec une fiche de 1 et 2 buts, 2 passes pour un total de 4 points. Ensuite, on a Mark Stone, l'homme qui a été blessé en fin de saison et qui a quand même réussi à se rendre en série éliminatoire. Pour lui, c'est 3 buts avec une fiche de -2. Ensuite, on a Michael Amadio avec 1 but, 1 passe pour une fiche de +2. Brett Howden, la même chose avec une fiche de +1. William Karlsson, 2 passes pour une fiche de +4. William Carrier avec une fiche de 1 pour un seul but. C'est ici que ça devient un peu pas très bon pour les Golden Knights de Vegas. Thomas Hertl avait été acquis à la date limite des transactions pour les Golden Knights de Vegas. Donc, ayant reçu la nouvelle, moi je me suis dit ça va être un X-Factor, ça va être un joueur extrêmement important en série. Les Golden Knights vont peut-être pouvoir aller loin avec l'acquisition de lui et de Noah Hanifin. Thomas Hertl a eu un seul but et une fiche de -6. Donc ça a été extrêmement pénible pour Thomas Hertl qui s'est fait sortir à la première ronde. Ensuite, pour Alex Pietrangelo, ça n'a pas été fameux, seulement une passe pour une fiche un différentiel nul de 0. Ensuite, on a Chandler Stevenson, une seule passe pour une fiche de -3. Et c'est ce qui fait le tour pour les joueurs des Golden Knights. Allons maintenant avec les gardiens de but. Donc, ça a été Adin Hill et Logan Thompson derrière la cage. Adin Hill, lui, qui avait une victoire et 2 défaites. Une moyenne de buts alloués de 1,70, qui est excellent, avec un pourcentage d'arrêt de 9,31. Extrêmement bon. Du côté de Logan Thompson, ça a été plus difficile. 2 victoires et 2 défaites. Une moyenne de buts alloués de 2,35 et une moyenne d'arrêt de 9,13. C'est pas parfait, c'est pas terrible, mais ça a vraiment été Adin Hill qui a steal le show, si je peux le dire comme ça. Donc, dans mon cas, moi, j'avais prédit que les Stars allaient gagner en 7. Ça a été le cas. Et j'avais aussi dit que ça allait être une série extrêmement serrée, extrêmement robuste, au niveau défensif, autant qu'offensif. Et on n'a vraiment pas été déçus. Extrêmement pas. Ça a été une série vraiment digne de ce nom. Ça a été un beau payback pour les Stars de Dallas, qui ont éliminé non seulement les champions en titre, mais qui ont éliminé l'équipe qui les ont éliminés en série éliminatoire l'année passée. C'est d'ailleurs la 2e année de suite que les champions en titre se font éliminer à la première ronde. L'année passée, c'était l'Avalanche du Colorado. Donc, mon équipe, pour moi, pour gagner la Coupe Stanley, j'avais dit les Stars, et ça reste les Stars. Je trouve que c'est une équipe, encore une fois, qui ont énormément de profondeur. Jake Oettinger est magnifique. Il faut que quelques joueurs step up. Miro Heiskanen en défense, je pense à lui nécessairement. Et aussi Joe Pavelski qui a aucun point en série en ce moment. Mais ça a vraiment été, comme j'ai dit, une série extrêmement divertissante. Pour moi, ça a été la meilleure série dans l'Ouest. Merci tout le monde. Donc on va y aller avec la dernière série de l'association de l'Ouest entre Edmonton et Los Angeles.
Edmonton qui a remporté facilement cette série 4-1. Et c'est une troisième année consécutive que Edmonton élimine les Kings. Et cette fois-ci, on peut dire que ça a été extrêmement facile de vaincre les Kings en 5 matchs. Donc, lors du match numéro 1, ça a été une victoire de 7-4 pour Edmonton. Au match numéro 2, les Kings sont revenus avec une victoire de 5-4 en prolongation grâce à un but de Anze Kopitar. Au match numéro 3, Edmonton a remporté le match 6-1. Au match numéro 4, qui pour moi a été le meilleur match des séries éliminatoires, toute équipe confondue, avec une victoire d'Edmonton de 1-0. Et au match numéro 5, Edmonton qui élimine les Kings par la marque de 4-3 pour remporter cette série. Les joueurs qui étaient à surveiller, donc du côté des Kings, il y a un seul joueur pour moi qui a vraiment performé à sa hauteur, et c'était Adrian Kempe avec 4 buts et une passe. Du côté, je dirais, du joueur qui a fait défaut malgré son but en prolongation lors du match numéro 2, c'est bien sûr Anze Kopitar, qui n'a eu que 3 points, 1 but, 2 passes seulement dans cette série. Et pour le reste des joueurs des Kings, vraiment, ça a été vraiment difficile, autant en défensive qu'en attaque, de performer. Vraiment, les Kings qui, au début de saison, il faut se rappeler, avaient eu un début de saison exceptionnel. Et par la suite, vers la fin de la saison, ça s'est complètement écroulé. D'ailleurs, ils ont renvoyé leur coach en chef. Donc vraiment, les Kings auront vraiment beaucoup de choses à rattraper et à corriger pour la saison prochaine. Du côté d'Edmonton maintenant, ça a été vraiment une série remarquable pour plusieurs joueurs. Connor McDavid, malgré d'avoir seulement qu'un but dans cette série, a réussi 11 passes. Leon Draisaitl, tant qu'à lui, 5 buts, 5 passes. Que dire de Zach Hyman, 7 buts, une passe, dont un tour du chapeau. Et un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, Evan Bouchard, avec 1 but et 8 passes pour 9 points. Vraiment, c'est vraiment ces 4 joueurs-là, le corps vraiment d'Edmonton, et ils vont vraiment avoir besoin de ces 4 joueurs-là pour espérer vaincre les Canucks de Vancouver dans la série du deuxième tour. Du côté des gardiens maintenant, pour Edmonton, je dirais que Stuart Skinner a été l'un des meilleurs gardiens des séries avec une moyenne de 2,59 et un pourcentage d'arrêt de 910. 910, c'est pas vraiment élevé, mais quand même. Et c'est un des seuls gardiens à avoir réussi un jeu blanc aussi en série. Arthur Silovs aussi des Canucks en a réussi un. Donc vraiment, Stuart Skinner qui, au début des séries, bien sûr, tout le monde avait certains doutes sur lui, mais s'est vraiment levé et a vraiment montré de quoi il était capable. Du côté des Kings, par exemple, on savait déjà qu'il y avait des problèmes au niveau des gardiens en saison régulière. Et ça s'est reflété dans cette série. Tout d'abord, on a commencé la série avec Cam Talbot, qui, malheureusement, avec une moyenne de 5,30 et un pourcentage d'arrêt de 8,61, s'est vu mis sur le banc, dans le fond, par son entraîneur et remplacé par David Rettick, qui... si, honnêtement, peut-être qu'on avait choisi David Rettick au début, ça aurait peut-être changé quelque chose dans cette série. Je dis pas que les Kings auraient remporté la série, mais ça aurait été vraisemblablement peut-être un peu plus serré dans la série. David Rettick, lui, qui a fini la série avec une moyenne de 2,56, qui est excellent, un pourcentage d'arrêt de 8,72. Donc vraiment... les gardiens du côté des Kings, ça reste vraiment à déterminer qu'est-ce qui va se passer avec eux. Donc, comme je disais, du côté des Kings, il va falloir des gros changements devant le filet. On le sait déjà, Cam Talbot avait signé seulement pour 1 an cette saison, donc j'ai l'impression qu'il ne sera pas de retour. Est-ce que David Rettick sera de retour? J'ai l'impression que oui, mais cependant, il faudra vraiment aller chercher un gardien de but numéro 1 pour la saison prochaine, parce que David Rettick, pour moi, n'est pas un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale, et on l'a bien vu face à Edmonton. Ça a été difficile, même s'il a réussi quand même à contrer un peu l'attaque. Il va falloir vraiment un gardien extrêmement bon
et qui est de la trempe d'un numéro 1 pour vraiment qu'on espère du côté des Kings aller plus loin la saison prochaine en série et d'ailleurs d'espérer d'aller en série parce qu'avec ces deux gardiens-là, si on reste avec eux, j'ai pas l'impression que l'an prochain on va être capable de passer en séries éliminatoires. Je tiens à préciser, toujours du côté des Kings, que Pierre-Luc Dubois, en 5 matchs dans cette série, n'a eu qu'un point, et c'est qu'un but seulement. Pour moi, c'est une des pires transactions et une des pires signatures des 5 dernières années, et c'est un contrat qui va hanter les Kings pendant de nombreuses saisons encore, autant au niveau des performances qu'au niveau monétaire. Du côté d'Edmonton, eux, ils ont démontré un énorme progrès au niveau de leur jeu, autant offensif que défensif. Le fait vraiment d'avoir changé l'entraîneur au début de la saison, lorsque ça allait pas bien, ça a vraiment changé la dynamique de l'équipe et le système que Chris Nobla a mis en place était vraiment plus concentré sur le jeu défensif, ce qui manquait vraiment la saison dernière lors des séries éliminatoires. Et on a bien vu, malgré le match numéro 1, où on a laissé passer 4 buts, et le match numéro 2, on a laissé passer 5 buts, le match 3, 4, 5, les Oilers ont vraiment rebondi et n'ont accordé que 4 buts sur ces 3 derniers matchs, dont un blanchissage lors du match numéro 4. Lors de la deuxième ronde, ce sera les Oilers d'Edmonton contre les Canucks de Vancouver. 2 équipes qui vraiment en première ronde ont démontré qu'ils étaient capables de jouer défensivement et offensivement. Ce que j'ai l'impression par exemple, c'est que puisque vraiment la série entre les Canucks et Nashville a été vraiment beaucoup plus défensive qu'offensive, j'ai l'impression que les Canucks vont rentrer dans cette série avec un petit avantage au niveau de la défense. Et on sait que leur force de frappe à Vancouver est excellente. Donc, il va vraiment falloir que Skinner soit le même et peut-être encore meilleur que dans la première ronde. Et que la défensive vraiment d'Edmonton réponde aux attentes pour peut-être, pour une première fois en carrière, Connor McDavid puisse remporter cette fameuse Coupe Stanley qui l'attend. Petite parenthèse sur un joueur qu'on veut parler en ce moment. Vu que la saison du Lightning de Tampa Bay a pris fin grâce aux Panthers, le contrat de Steven Stamkos prend fin cette année, en 2024. Lui qui avait signé un contrat de 8 ans d'une valeur de 68 millions de dollars, donc 8,5 millions par année, dans le temps où est-ce que Steve Yzerman était à la tête du Lightning de Tampa Bay. Donc, ça va être très intéressant de suivre ce dossier-là. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont en ce moment dans les airs que Steven Stamkos pourrait atterrir à Montréal, ce qui m'étonnerait évidemment, qui pourrait atterrir dans une équipe contender, comme les Panthers de la Floride d'ailleurs. Mais ça va vraiment être très intéressant de suivre ce fameux sujet de discussion qui est le dossier Steven Stamkos. Donc Steven Stamkos, lui, bien sûr un vétéran du Lightning de Tampa Bay, il a été capitaine pendant de nombreuses années, a joué toute sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay, 34 ans, 555 buts en carrière, 582 passes pour un total de 1137 points en 1082 matchs. Un gagnant de la Coupe Stanley, quand le Lightning l'a gagné 2 fois en 2 ans, en 2020 et en 2021. Donc, c'est un joueur, oui, qui vieillit, oui, qui ne performe peut-être pas autant que dans ses années, que dans son prime, je pourrais le dire comme ça. Mais c'est un joueur qui peut toujours être utile sur des unités spéciales. Si on veut vraiment amener ce gars-là à Montréal, il va falloir faire de la place parce que je pense pas que Steven Stamkos ne coûtera rien. Je pense qu'il va demander quand même un contrat assez élevé, considérant son niveau de jeu et sa capacité de marquer des buts, évidemment. Lui qui est quand même un très bon passeur lui aussi. Donc ça va être
Donc ça va être un sujet à surveiller vraiment avec grande attention. Est-ce que Stamkos va rester avec le Lightning de Tampa Bay ou est-ce que Stamkos va changer d'adresse cet été? Ce qui va être intéressant de voir dans ce dossier-là, vraiment, c'est est-ce que la sortie rapide de Tampa Bay cette saison en série va faire en sorte que Stamkos, de son œil à lui, va voir que le Lightning est régressi et qu'il n'y aura pas vraiment de chance dans l'avenir, et surtout pour lui dans un avenir proche, parce qu'il ne rajeunit pas, de gagner peut-être une autre Coupe Stanley. Est-ce que ça va être le fait que peut-être le Lightning n'aura pas assez de place sur la masse salariale pour re-signer Stamkos? Oui, la masse salariale va augmenter la saison prochaine de 4 millions, si je ne m'abuse. Mais quand même, est-ce qu'ils vont avoir assez de place? Est-ce que le Lightning va vouloir re-signer Stamkos, mais lui demander de baisser son salaire? Est-ce que Stamkos va vouloir? C'est beaucoup de questions en suspens qu'on a à peu près tout le monde. On sait déjà que Stamkos, lui, veut revenir. Il a dit qu'il voudrait sûrement revenir. Est-ce qu'il a dit ça seulement pour dissiper les rumeurs? Peut-être. On sait que la direction veut sûrement qu'il revienne. Julien Brisebois, on sait, l'aime beaucoup. C'est un dossier qui va être extrêmement intéressant. Et sans doute l'un des dossiers les plus chauds cet été, si le Lightning ne le signe pas avant le 1er juillet. On va y aller maintenant de notre petit jeu habituel, donc nos prédictions. Donc on va commencer avec la série Canucks Oilers. Donc ça va être une série qui va, d'après moi, être très défensif. Les Canucks, comme tu as dit, Étienne, qui est un club qui peut frapper beaucoup plus que les Oilers, et ça va sûrement jouer en leur faveur. Donc, je vais y aller Canucks en 6. Je vais y aller avec Jérémy et dire aussi Canucks en 6. Moi, pour ces séries éliminatoires, je crois aux Canucks, donc je dirais Canucks en 6. Pour ma part, je vais y aller avec les Canucks en 7. On va y aller maintenant de la grosse série dans la conférence de l'Est et qui joue actuellement Boston contre les Panthers. J'ai l'impression que les Panthers, encore cette année, vont avoir le numéro de Boston. Sergei Bobrovsky qui a l'air absolument en grosse forme. Sam Reinhart, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, name it. Des excellents joueurs. Du côté des Bruins, évidemment, on a Jay Swayman qui est vraiment parfait en ce moment avec sa grande habileté à être vraiment efficace au niveau de la cage. Il y a une moyenne de buts alloués excellente, un pourcentage d'arrêt excellent. Donc, pour moi, ça va être lui, le X-Factor de cette série-là, qui va probablement permettre aux Bruins d'avancer quand même bien dans ces séries-là. Mais je vais quand même y aller avec les Panthers en 6. Moi aussi, je vais y aller avec les Panthers en 6. Parce que là où les Panthers ont battu le Lightning avec un score de 4-1, Boston, eux, ont eu de la difficulté. Eux, ils ont battu les Maple Leafs 4-3. C'est quand même un différentiel de 2 matchs. Alors oui, moi aussi, je vais avec les Panthers en 6 matchs. Moi aussi, je vais aller avec les Panthers, mais je vais aller avec match numéro 7. Je trouve que les deux, c'est deux grosses équipes, mais les Panthers vont réussir à les battre. Pour ma part, comme tout le monde le sait, les Panthers, c'est mon équipe pour gagner la Coupe Stanley cette saison. Et je vais y aller avec Panthers en 5. L'avant-dernière série de cette deuxième ronde, les Hurricanes contre les Rangers de New York. Je trouve que les Rangers sont vraiment la grosse équipe de l'Est avec les Panthers. Je trouve que pour eux, ça va être facilement un accès vraiment very simple en finale d'association. Donc moi, je vais y aller avec les Rangers en 5. Déjà, on voit que les Rangers ont gagné leur premier match contre les Hurricanes. Et juste pour ça, moi aussi, je prends pour les Rangers en 5. Moi aussi, je vais aller avec les Rangers. On a vu la partie de hier, Hurricanes qui ont un peu de difficulté. Mais moi, je pense que Rangers, ça a toujours été une équipe plus forte que les Hurricanes. Donc, je dirais Rangers
en 6. Pour ma part, je pense vraiment que les Rangers vont dominer de A à Z les Hurricanes parce que lors de la première série, les Hurricanes ont affronté les Islanders qui n'ont aucune attaque. On a bien vu lors du premier match que les Rangers étaient extrêmement puissants au niveau de l'attaque. Donc j'ai l'impression que les Rangers vont balayer les Hurricanes 4-0. Tout comme ce qu'ils ont fait avec Ovechkin et les Capitals au premier tour. Et maintenant, pour la dernière série de ces séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey de 2024, les Stars de Dallas contre l'Avalanche du Colorado. Donc, c'est deux grosses équipes de l'Ouest. L'Avalanche du Colorado, ancien champion de la Coupe Stanley. Les Stars de Dallas, eux, se sont rendus en finale en 2020 contre les champions qui avaient été le Lightning de Tampa Bay. Les Stars de Dallas sont une équipe extrêmement expérimentée en série, mais je trouve qu'ils ont beaucoup plus de profondeur que l'Avalanche parce que, justement, l'expérience, ça paie beaucoup. Mais l'Avalanche aussi, ça va être une équipe extrêmement dangereuse, surtout sur le power play. Mais les Stars sont une équipe qui sont quand même assez disciplinées. Donc, je vais y aller avec les Stars en 7 matchs. Moi, de mon côté, je vais me baser sur le nombre de matchs que chaque équipe respective ont joué à fait gagner. Les Stars ont remporté 4 matchs, alors que les Kings en avaient gagné 3, alors que l'Avalanche, eux, ont gagné leur série en 4 contre 1. Pour cette raison, je vais prendre l'Avalanche du Colorado en 5 matchs. Moi, je vais aller avec les Stars en 6 parce qu'ils ont quand même battu l'ancienne équipe qui ont tenu la Coupe Stanley. Donc moi, je fais confiance aux Stars, puis je pense qu'ils vont être assez capables de combattre l'Avalanche du Colorado. Du côté des Stars, ça va être vraiment important s'ils veulent remporter la série de contenir Cale Makar, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Valeri Nichushkin. Ça sera pas facile, mais j'ai quand même l'impression, comme Chloé a dit, vu que les Stars ont réussi à battre Vegas, qui sont les champions en titre de la Coupe Stanley, que les Stars vont aussi réussir à battre Edmonton. Et j'ai l'impression aussi que les Stars vont réussir à les battre en 7 matchs. Merci beaucoup. On peut maintenant passer à notre bloc fait divers avec le 9e James Bond, The Man with the Golden Gun, l'homme au pistolet d'or, dans lequel Roger Moore, encore une fois, incarne l'agent 007, où il va se mesurer à son alter ego, l'homme au pistolet d'or, un assassin du nom de Francisco Scaramanga, dont personne ne connaît l'identité, ni où il vit, mis à part son nom, et un trait physique étrange, un 3e téton. Et donc, après, supposément que le mystérieux assassin envoie une balle avec son matricule à James Bond, de base, le MI6 décide de le retirer de l'affaire qu'il couvre, où il doit se trouver un certain homme nommé Gibson, mais James, évidemment, va en profiter afin de retrouver afin de trouver cet assassin. Tout d'abord, en allant sur les lieux où un ancien agent a été tué, l'agent 002. Il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup de ce film-là que précédemment, j'aimais pas tant. Donc, c'est un bon film de James Bond. C'est pas mon préféré, c'est vraiment pas le meilleur, loin de là. C'est pas un des meilleurs de Roger Moore, mais c'est un bon film avec, honnêtement, un des meilleurs antagonistes de l'histoire des films de James Bond, interprété par Christopher Lee, lui qui est connu pour avoir joué des rôles comme Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on a fait dans des podcasts précédents. Il jouait le rôle du Comte Dooku, il a joué le rôle de Dracula dans les années 50. Donc c'est vraiment un film qui a un très bon casting. Christopher Lee, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un acteur de renommée internationale. Ce gars-là, il sait comment jouer un bon vilain, il sait comment jouer un excellent rôle au cinéma. Fait que, honnêtement, c'est rare que dans un film de James Bond, le méchant est plus entertaining que Bond lui-même. Mais pour le vrai, Christopher Lee steals the thunder de Roger Moore d'aplomb. C'est un excellent méchant avec
énormément de charisme. Et c'est un des méchants les mieux écrits dans l'histoire du cinéma. Même s'il y en a qui pensent à d'autres méchants très populaires, je trouve que Scaramanga est extrêmement bien interprété et extrêmement bien écrit aussi. C'est vrai que, disons que les quelques films qui vont suivre avec ce film-là, c'est un peu des films un peu plus de bas niveau. Pour ceux qui connaissent la série de James Bond au complet, c'est quand même des films qui sont excellents, mais c'est beaucoup plus bas niveau que les autres films. C'est un bon scénario quand même. Comme Jay a dit, Christopher Lee a joué un rôle exceptionnel au niveau de l'antagoniste Scaramanga. Mais pour moi, vraiment, ce qui est la meilleure partie du film, c'est vraiment l'introduction. C'est vraiment une introduction excellente. Et c'est aussi une introduction qui nous montre tout de suite l'antagoniste, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films de James Bond. On peut se rappeler tout d'abord, comme avec Dr. No, ça a pris beaucoup de temps avant de le voir. Tandis que dans cette intro-là, c'est vraiment Scaramanga qu'on voit tout d'abord. Et on voit vraiment le parcours dans lequel James Bond va devoir tuer, dans le fond, Scaramanga. C'est vraiment un parcours créé tout d'abord par Scaramanga pour se pratiquer contre à peu près tous les tueurs à gages qui vont le rencontrer dans son île. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment un plan concocté par lui et son majordome, le nain, qui, dans le fond, consiste à faire à croire au tueur à gages que le nain veut son maître tué. Et donc, le nain envoie les tueurs à gages dans le parcours créé par Scaramanga et lui-même. Et c'est là que Scaramanga attend tous les tueurs à gages et vraiment qu'il les élimine pour sa préparation avec son duel des dieux, comme on peut l'appeler, entre lui et l'agent James Bond. En effet, l'intro est très intéressante, Étienne. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un parcours où le méchant... Ben déjà, le méchant est introduit d'une chose. Et de deux, on montre... Essentiellement, la séquence du début, c'est lui... On montre comment le méchant s'entraîne. Pour lui, c'est du sport, essentiellement. C'est pour ça qu'à la fin, on le voit qu'il se tourne vers on va dire une statue de cire de James Bond à laquelle il tire, sur laquelle il tire et il détruit les quatre doigts de la main. Ce qui montre que c'est lui, sa cible ultime qu'il veut. Et c'est pas ça. C'est ça son objectif. Tuer James Bond. C'est son objectif ultime. Et d'ailleurs, le premier assassin, si on l'avait pas dit, l'assassin au début du film, ou plutôt le tueur à gages pour être exact, est l'un des acteurs qui joue est l'un des acteurs qui jouait l'un des croque-morts dans Diamonds Are Forever. C'est d'ailleurs le même croque-mort qui joue le stand-up comedian à l'hôtel dans le film. Et d'ailleurs, le tueur à gages dans l'intro du film est l'un des croque-morts qui apparaît dans Diamonds Are Forever. Donc ça, on revient à l'introduction, c'est... Attends, bon, je n'avais pas ma page de Brett. Encore... What the fuck? Hein? Donc ça, si on revient à l'introduction, plus précisément le title theme, si on peut l'appeler comme ça, le thème du film, The Man with the Golden Gun, qui est chanté par la chanteuse écossaise Loulou. Donc ça, c'est... dans les années 70, vraiment, les films de James Bond, c'est... pour ce qui est des thèmes musicaux, on est vraiment allé chercher des... artistes... Non, ça va? Pas lui. Ah, ok, j'étais confus. Moi, j'ai eu ça. Pause, là. Donc, pour en revenir à l'introduction plus... Tabarnak, câlisse. Je peux pas parler.
Pour en revenir à l'introduction, plus précisément le thème musical du film, The Man with the Golden Gun. Pour revenir à l'introduction, plus précisément le thème musical du film, The Man with the Golden Gun, qui est chanté par la chanteuse Lulu. Donc ça, c'est dans les années 70, pour les films de James Bond, ça a été vraiment une manie d'aller chercher des artistes vraiment internationalement reconnus. Dans le film précédent, Live and Let Die, ça a été Paul McCartney et Wings qui ont chanté le thème Live and Let Die. Donc Wings et Paul McCartney qui sont des... Paul McCartney, qui est un artiste reconnu par tous et toutes, et Wings, qui était un groupe extrêmement populaire dans ces années-là. Après ça, on a Lulu, et dans les films suivants, par exemple, The Spy Who Loved Me, le thème qui va être chanté par une autre chanteuse extrêmement populaire des années 70, Carly Simon. Donc ça va vraiment être un thème récurrent, autant dans les années 70 que 80 et les décennies qui vont suivre. On va vraiment aller chercher des stars internationales de la chanson pour interpréter les chansons dans les films de James Bond. En parlant de la trame sonore, Alice Cooper a écrit une chanson du même nom pour ce film, mais ils ont préféré prendre la chanson de Lulu. Sinon, moi, à mon avis, j'ai trouvé le film bon, mais pas dans mes top 5. Et je pense que plusieurs personnes sont d'accord avec moi, parce que j'ai regardé un peu les commentaires. Il y a eu seulement 40% de commentaires positifs et 60% commentaires négatifs pour ce film. Un petit bref, le film se déroule à l'époque du premier choc pétrolier qui était en 1973 à cette époque. Le Royaume-Uni ne s'était pas encore remis de la crise. Eh bien, en parlant de la crise énergétique, il y a une sous-histoire dans The Man with the Golden Gun en référence à ça. Au départ, James Bond était chargé de trouver un certain Gibson qui possédait un Solix ou un agitateur en français, qui était une espèce de puce électronique qui permettrait d'alimenter une machine qui aurait pour but d'utiliser les rayons du soleil comme source d'énergie renouvelable afin de régler cette crise énergétique. Mais comme James Bond a été retiré de cette mission après la menace apparente de Scaramanga, c'est passé à un agent chinois qui, justement, avait rencontré Gibson dans un bar, mais Scaramanga, lorsqu'il les a vus sortir, a abattu Gibson. Dans une très belle scène, parce que, sur le coup, on pense que c'est James Bond qui est visé, mais en réalité, c'était Gibson. Ce qui contredit complètement l'idée de base que c'était James Bond, la cible de base. Le réalisateur Guy Hamilton, qui en était à son dernier James Bond, avant de choisir la Thaïlande comme endroit pour ce film, avait songé tout d'abord à aller à Singapour, puis à Hong Kong, et a même pensé à aller en Iran. Comme vous le savez, je reviens avec mon petit segment top secret du tournage. Et ce secret, c'est tout d'abord pour le nom de l'antagoniste Scaramanga. Le nom Scaramanga a été choisi par Ian Fleming, qui s'en est inspiré d'un de ses congénères, Pandya Scaramanga, qu'il détestait cordialement. L'homme au pistolet d'or marque aussi la rupture définitive entre Broccoli et Saltzman.
Faut aussi parler d'une scène extrêmement spectaculaire dans le film. C'est la scène de la cascade en spirale à 360 degrés de l'AMC Hornet X hatchback rouge au-dessus du canal Klong Ransit en Thaïlande. Et ça a été réalisé sans trucage et en une seule prise. Cette scène de cascade-là est honnêtement extrêmement impressionnante, surtout du fait qu'elle a été faite en une seule prise. C'est un des bons highlights de ce film-là. Le seul truc qui honnêtement, me tape sur les nerfs un peu, quoique c'est vraiment incroyable, c'est le son musical qui est accompagné lorsqu'il y a le 360 fait avec la voiture. C'est un des moments les plus inutiles que j'ai jamais vu dans un film. Le stunt est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste le son qui vient avec. D'après moi, Guy Hamilton s'est dit on va faire ça, vu que ça tourne, on va faire un petit bruit comique. Mais c'est pas nécessaire. Et ça brise pas tout, mais juste un peu l'effet cool du stunt. Ça casse un peu l'effet, mais on s'est dit le stunt était cool, mais le bruit, je suis comme là, c'était un peu pas nécessaire. Mais reste que la scène est extrêmement mémorable. Ça, faut pas l'enlever. Pendant qu'on parle de voitures, j'aimerais préciser que peut-être l'une des voitures les plus spectaculaires qu'on ait vues jusqu'à date dans les films de James Bond, c'est la voiture de Scaramanga qui, en plus d'être une voiture, peut être soi-disant un avion. On l'a bien vu dans le hangar où il met les ailes et où tous et où le tableau de bord change de voiture en avion, vraiment. Donc c'est vraiment, pour moi, je pense vraiment une des plus belles et un des plus beaux gadgets de la série en tant que voiture, bien sûr. J'ai envie de parler de deux personnages qui apparaissent dans le film. L'un de ces personnages-là, c'est sa réapparition et c'est le shérif Parrish J.W. Pepper qui apparaissait dans Live and Let Die. Le shérif qui est un peu un comic relief, qui est assez goofy. Mais que j'aime bien, quand même. Et dans ce film-là, il est essentiellement en vacances avec sa femme en Thaïlande. Et évidemment, il est là pour faire de l'humour et considérant l'époque, il est un peu raciste quand même dans certains de ses commentaires. Mais c'est un film c'est dans les années 70, c'est pas encore les mœurs d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a quand même une blague que j'aime bien. Et c'est quand sa femme voit une petite statue d'éléphant, il lui propose de l'acheter. Et Pepper dit « Un éléphant? On est démocrate. » Évidemment, étant une blague par rapport au parti politique américain. Mais malgré le fait que j'aime bien le personnage, il y a peut-être 2-3 scènes avec lui qu'ils auraient pu enlever. Que je ne trouve pas trop nécessaires. L'autre, d'ailleurs avant ça, Pepper au final finit par retrouver James Bond et s'embarque avec lui pour la poursuite en voiture vers Scaramanga. Qui sans le savoir, non. Pepper finit par dans le film, Pepper finit par tomber sur James Bond, avec lequel il s'embarque dans une poursuite en voiture, à la fois pour attraper Scaramanga et aussi pour sauver le deuxième personnage qui s'est retrouvé enfermé dans le coffre de sa voiture. J'ai nommé Mademoiselle Goodnight. Goodnight, c'est qui? Goodnight, c'est une agente du MI6 qui rejoint... Goodnight est une agente du MI6, dont on ne connaît pas le prénom, ce n'est jamais dit, qui rejoint James Bond dans cette enquête. Et c'est d'ailleurs une des seules fois, en fait c'est la deuxième fois jusque-là, où James Bond a une compagne féminine. Je ne parle pas d'une Bond girl en tant que telle, mais vraiment une collègue féminine juste une collègue qui l'assiste. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était dans Thunderball avec... Même si cette fois-là, c'était une agente de la CIA. Il y a quelque chose qu'Étienne avait dit, et
Il y a un truc que Étienne m'avait dit par rapport à ce film-là, et c'était le fait que que le film est assez un peu niaiseux, un peu comme les Diamonds Are Forever. Sur le coup, j'avais pas été d'accord, mais après réflexion, j'avoue que c'est un peu vrai. Il y a quelques aspects comme il y a une partie il y a des fois où James Bond dans ce film-là fait un peu le mononcle, comme Jérémy l'avait dit quand on avait parlé du dernier film. Il fait un peu mononcle dans ses blagues. Comme par exemple, il y a une scène où il voit une femme qui se baigne nue dans une piscine. Comme par exemple, il y a une scène où James Bond rencontre une femme qui se baigne nue dans une piscine. Il lui demande son nom et elle lui répond « Choumi » en anglais ou « Suce-moi » en français, ce qui est pas mieux. Et James Bond répond « Vraiment ?» Ce qui est assez crasse. Et c'est aussi une observation que je m'étais retenu de faire pour les films précédents, tels que... surtout pour Diamonds Are Forever. Je trouve que c'était le film le plus crasse côté humour. Même si je l'aime bien quand même. Et comme dans Diamonds Are Forever, le personnage de Goodnight ne fait pas grand-chose d'utile. Elle est assez, j'ai envie de dire, boboche. Quand James Bond lui demande de l'aide, elle se plante. Je veux dire, elle manque de le tuer lorsqu'elle accroche un levier avec son derrière, on va le dire. Lorsqu'elle se débarrasse du seul henchman par rapport à Tihi, qui est le majordome de Scaramanga, elle le pousse dans une vat d'azote liquide, ce qui cause toute la... Et aussi, lorsqu'elle se débarrasse du seul sbire de Scaramanga, à part son majordome, elle le pousse dans une vat d'azote liquide, ce qui... Donc oui, il la pousse dans la vat, on va dire, d'azote liquide. Ce qui fait que tout le système de l'île va en surchauffe, ce qui mène à sa destruction. Et d'ailleurs, un truc que j'aime bien, ça c'est par rapport à Scaramanga, dès l'instant où il présente à James Bond toute l'installation de son île, il lui dit sur le coup, moi les trucs de science, j'y comprends rien. Et du coup, c'est James Bond qui décrit tout, qui décrit toutes les facettes de l'installation, toutes les composantes chimiques, et Scaramanga, il le regarde et il dit « Oui, ça a l'air de ça. » Pour ce qui est la fin des deux méchants du film, Scaramanga et son majordome. Déjà, Scaramanga, comme pour dans l'intro, il traque James Bond dans son installation secrète, sauf qu'il ne le trouve pas, parce que James Bond a fini par réaliser que toute l'installation est essentiellement sur des échafaudages. Et du coup, Scaramanga, comme il n'a aucune idée d'où est-ce qu'il est, parce qu'il s'attendait à ce qu'il sorte d'un coin précis de la pièce, mais il ne le voit pas, donc il sort de là où il s'était caché, pour se retrouver en face de la statue de cire de James Bond. Sauf que cette fois, c'est pas la statue de cire, c'est James Bond lui-même. Et donc, dès que Scaramanga se retourne, James Bond en profite pour l'abattre. Et c'est comme ça que l'assassin est tué. Après cela, James Bond va retrouver Goodnight. Il récupère l'agitateur que Scaramanga avait placé dans sa propre machine, sur son île. Il l'explose et les deux se sauvent à bord du bateau de Scaramanga. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le majordome s'était aussi sauvé sur le bateau. Ce dernier essaie de les tuer alors qu'ils sont en train de faire l'amour dans le lit. Goodnight le spot. Et s'ensuit alors une des scènes de poursuite les plus goofy de toute la série. Où James Bond tourne un peu au ridicule. Mais au final, il finit par enfermer le majordome, qui est un nain d'ailleurs, si on ne l'avait pas précisé, dans une mallette, et on pense qu'il l'a jeté par-dessus bord. Mais en fait, on se rend compte à la toute fin du film qu'il l'a juste accroché en haut d'un filet sur l'un des mâts du bateau. Un fait qu'on n'a pas encore nommé sur le casting, c'est le seul film de James Bond où est-ce que comment dire?
Un fait qu'on n'a pas nommé encore sur le casting, c'est le premier de 2 films de James Bond pour l'actrice Maud Adams, qui interprétait Madame Anders dans le film L'homme au pistolet d'or. Maud Adams, on va aussi la revoir dans les films de Roger Moore, dans le film Octopussy, où est-ce qu'elle joue la femme du même nom, Octopussy. Donc c'est la seule fois où est-ce qu'on va revoir une Bond Girl 2 fois dans la série de films, dans 2 rôles différents. C'est d'ailleurs la seule fois où est-ce qu'on va voir la même actrice dans un film de James Bond jouer 2 Bond Girls différentes dans le même univers de James Bond. Donc, Madame Anders dans The Man with the Golden Gun et Octopussy dans le film du même nom. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette petite précision. Et on peut clore ce nouvel épisode sur cette note. Mesdames, messieurs, merci. Merci beaucoup pour cette note, Jérémy, cette note très intéressante. Et sur ce, nous pouvons conclure ce nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère que nous vous avons instruits autant que divertis. Mais laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée.